Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en direct donc du Salon de l'Agriculture pour cette émission consacrée au nouveau modèle pour l'installation des jeunes en agriculture. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Noyau. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Paul. Alors, président notamment de la Chambre régionale d'agriculture du Centre Val-de-Loire. À vos côtés, Quentin Le Guillous. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs et on va parler installation avec vous. Juste à ma gauche, Michel Balilac. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êt vice-président de la SAFER Occitanie et vous nous venez tout droit du Gers. Eh oui, un beau département. Il y a pire comme département que le Gers. Isabelle de Comex, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice stratégie agrivoltaïsme, donc d'Enoé. Alors, on va parler installation. On en est où aujourd'hui de l'installation des jeunes agriculteurs? On a besoin d'agriculture, on a besoin d'agriculteurs, on a besoin de jeunes. Alors, on repart un petit peu de loin. Aujourd'hui, on a tous les modèles à revoir. Bon, l'installation, on la prône de plus en plus. Les régions viennent de remodifier encore tout le nouveau format des DJA. Donc, on va avoir des nouveaux accueils pour les jeunes installés. On a de plus en plus, on travaille aussi pas mal avec la SAFER sur des portages de foncier. On essaye d'installer un maximum de jeunes un petit peu partout. Aujourd'hui, ce qui freine beaucoup, c'est l'avenir de l'agriculture, déjà qui pose question. Donc on essaye d'aller rechercher des nouveaux jeunes, mieux communiquer, leur apprendre le métier de l'agriculture. Et puis ensuite, les coûts, le foncier. Donc aujourd'hui, comment amener un jeune sur une exploitation à un coût raisonnable pour qu'il puisse y travailler et surtout y vivre toute la vie, toute sa vie sur son exploitation. Donc voilà, c'est des modèles qu'on retravaille tous les ans. Il faut travailler aussi avec le changement climatique qui aujourd'hui change beaucoup la vision de l'avenir de l'agriculture. Donc voilà, actuellement, on vise les 10 000 installations à l'année, on n'y est pas encore, mais on va y aller. On essaye de prôner l'installation, l'accompagnement du hors-cadre familial et aussi des fermes familiales ensemble, qu'on puisse avancer. Alors, c'est vrai que moi, ce qui m'étonne toujours, c'est l'évolution du profil des jeunes. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle agriculture, il n'y a pas qu'une agriculture, il y a des agricultures et justement, c'est pas aujourd'hui que l'on va opposer les modèles. Et c'est vrai, on peut trouver des jeunes gens qui ont fait les mêmes études et qui s'orientent vers des solutions différentes. Voilà, donc aucune n'est à exclure. Ensuite, en ce qui concerne la SAFER, puisque je représente la SAFER ici, la SAFER Occitanie, l'idée c'est que les jeunes prennent de plus en plus de place dans la décision et dans l'orientation, parce que qui dit décision dit orientation. Et quand on dit orientation des terres, ça veut dire pour aussi les élus un choix de territoire. C'est une des missions de la SAFER aujourd'hui, c'est d'être l'outil à la fois de la profession des agriculteurs, des collectivités aussi, pour servir justement les territoires. Alors aujourd'hui, vous avez un profil qui n'est pas uniquement issu des familles d'agriculteurs, c'est une bonne nouvelle ça. Ouais, on a plein de personnes extérieures qui reviennent. Alors, on a des projets un peu plus atypiques, des personnes qui ont décidé de quitter leur travail actuel, que ce soit en région parisienne ou n'importe où en France, pour revenir un peu plus à la campagne. On le voit aussi, c'est sur l'âge à l'installation. On est arrivé sur un âge où aujourd'hui on va être sur une moyenne nationale à peu près à 32 ans d'âge moyen à l'installation. Donc c'est un âge qui... Voilà, on s'installe de plus en plus vieux. Je crois que c'est encore plus valable dans le sud de la France. Plus on va dans le sud, plus ils s'installent un peu plus âgés. Je crois qu'en Ile-de-France, là, ça y est, on vient d'atteindre les 32 ans. Donc voilà, on a des profils qui changent. Peut-être une vie de famille aussi qui va se construire après. Voilà, tout se fait. Il y a les études aussi. Beaucoup préfèrent faire autre chose avant que de revenir sur les fermes. Et puis pareil aussi sur les fermes familiales. Les enfants ont tendance à des fois aller travailler ailleurs avant de revenir. Donc c'est des profils nouveaux avec des idées nouvelles. Et je pense que c'est très bon à prendre. Et puis on va aller ensemble de l'avenir. Philippe, vous confirmez? Comment? Je confirme, ouais. Je confirme. Alors, il faut que le jeune, surtout qui s'installe de plus en plus tard, ou le moins jeune, construise bien son projet. Alors, on peut avoir une idée, et après, quand on rentre dans la vraie vie, dans la vraie idée, dans la construction de ce projet, que les chambres d'agriculture accompagnent, on revient un petit peu, on construit son projet. C'est-à-dire qu'on peut avoir une belle idée, et en fait, au final, on va être trop pris. C'est-à-dire qu'on va avoir... un emploi du temps qui sera encore pire qu'actuellement, puisqu'on est plutôt autour de 60-70 heures. Moi, je pense qu'il faut réduire ce temps passé-là. Donc, il faut bien le construire. Pour le final, être bien dans sa peau, avoir un bon modèle qui correspond à soi-même et en même temps, avoir un revenu. Un revenu, c'est vendre ce qui se vend. C'est-à-dire produire ce qui se vend.
produire ce qui se vend. Si on propose ce qui se vend, on est droit dans le mur. On voit bien, là, il y a des allers-retours. Le consommateur, c'est lui qui va choisir le modèle d'agriculture. Même si c'est pas le nôtre. Là, on voudrait nous pousser à un seul modèle qui est la ferme vivrière qui est en polyculture élevage et qui va vendre à ses voisins. Ça, oui, c'est un modèle. Puis après, il y a les autres modèles avec des plus grandes filières pour avoir une économie d'échelle, pour vendre le produit un petit peu moins cher pour des familles qui ne peuvent pas acheter un produit qui sera très très cher. Isabelle, en quoi l'agrivoltaïsme, on en parle, on en voit partout là aujourd'hui sur le salon, on en parle de plus en plus, en quoi ça peut participer à l'élaboration d'un modèle économique qui permet aux jeunes de s'installer? Alors effectivement, il y a deux aspects, Jean-Paul, sur cette partie agrivoltaïsme. En introduction, précise qu'on parle bien ici d'agrivoltaïsme et pas de photovoltaïque sur des terres agricoles, tel que ça a été défini dans la réglementation début février. Et la différence, c'est? Et la différence est assez claire. Aujourd'hui, sur l'agrivoltaïsme, ça doit être un projet agricole où les deux activités, production d'énergie et production d'activité, production agricole, doivent être en synergie et c'est vraiment un projet gagnant-gagnant. Et on insiste là-dessus parce qu'effectivement, il y a aussi des projets qu'on appelle de coactivité où on peut avoir une centrale photovoltaïque classique sous laquelle on met quelques moutons, par exemple, pour caricaturer. Ça, c'est de la coactivité, Jean-Paul, c'est pas de l'agrivoltaïsme. Sur l'agrivoltaïsme, on va pouvoir intervenir sur 2 points, sur la partie d'un modèle économique pour l'installation d'un jeune. La première, de manière assez évidente, c'est sur les charges d'exploitation. Aujourd'hui, on va pouvoir proposer des outils qui vont permettre de diminuer les charges d'exploitation au quotidien, que ce soit sur les cultures en termes de limitation des intrants, limitation en termes d'irrigation, puisqu'aujourd'hui, on a des premiers retours qui montrent qu'on a besoin d'irriguer moins grâce au système agrivoltaïque. Sur la partie élevage, on va aussi avoir une amélioration de la production du fourrage, parce que quand on parle élevage, il y a aussi du fourrage à côté auquel il faut penser. Donc, tout ça, ça va permettre d'améliorer les charges d'exploitation de l'exploitant. Et on a aussi développé une approche pour porter le foncier, puisqu'aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure, on a une problématique d'accès au foncier par les jeunes qui ne peuvent pas, hors cadre familial, s'installer et porter financièrement l'acquisition de terres et de bâtiments agricoles. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'agrivoltaïsme peut être une solution, bien évidemment dans un contexte où c'est cadré, accompagné et où tout le monde est autour de la table et tout le monde valide un projet d'installation, puisque le photovoltaïque va permettre en fait d'acheter les terres pour que l'exploitant soit propriétaire et se consacre vraiment sur cette partie agricole qui est son souhait et son métier, tout en restant, et encore je l'ajoute encore une fois, propriétaire de son foncier, ce qui est essentiel aujourd'hui, et avec un bail rural qui va lui permettre d'avoir une activité agricole qui est sécurisée sur le long terme. Bonne nouvelle, Quentin? Oui, bonne nouvelle, ça peut faire, on va dire, un revenu supplémentaire. Sur tout ce qui est panneaux, sol ou agri-photovoltaïsme, on reste quand même très méfiant, nous, quand même, chez jeunes agriculteurs. L'idée principale, quand même, de la terre, c'est de nourrir. Donc, produire de l'énergie, oui. Attention, comment bien l'encadrer. On ne voudrait pas voir des projets, une centaine de brebis, des panneaux. Alors, ce dont parlait Isabelle tout à l'heure. Voilà. Les projets alibi, on va dire. Voilà. Et puis ça. Oui, c'est ça. Projet alibi, puis que d'un coup, pouf, ça dérape. Et puis finalement, c'est le revenu des panneaux. Ça suffit amplement pour l'exploitant. Il n'y a plus d'agriculture. Et là, on se retrouve avec des panneaux qui ont une durée de vie, qui sont ancrés au sol. Donc, c'est le retour après sur le modèle agricole. Donc, on reste quand même. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas d'accord avec la FNSEA, c'est la pierre d'achoppement là. Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on aimerait quand même un cadrage. On veut que ça soit cadré, on veut que ça soit bien clair. Où est-ce qu'on peut le faire? Comment on peut le faire? Mais la loi sur l'accélération des énergies renouvelables cadre ça aujourd'hui? Pas suffisamment. On pourrait aller encore plus loin parce qu'aujourd'hui, on parle on voit des projets, on voit plein de choses qui se font. Il y a les haies de panneaux, des panneaux trackers au-dessus de grandes cultures. On voit tout ça. Il y a plein de choses qui émergent. Mais à quel moment, en fait, ça reste agricole, mais demain, si le revenu... on va être clair, on produit du colza, du blé, voilà, donc là on a des prix, demain on revient sur des prix à 120 € sur le prix du blé, et que les panneaux me permettent de me rapporter 1000 ou 1200 €, qu'est-ce que je vais aller m'embêter à faire des charges en dessous? Je vais produire du blé, mais je vais devoir dégager des charges. C'est des engrais, des investissements. Christian Lambert qui était là hier nous disait mais non c'est cadré, enfin il y a 10 ans une culture c'est bien clair. Tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair encore. Sur les 10 ans, on n'est pas forcément bien clair. La loi, je sais pas, allez-y. Aujourd'hui, en fait, il y a une loi qui définit l'agrivoltaïsme, mais c'est un premier pas. Et je pense qu'on est tous autour de la table contents que ça avance dans ce sens-là.
Par contre, effectivement, et là je vous rejoins, on n'a pas un cadre précis d'application sur les territoires, on n'a pas une grille de lecture simple qui permet au service instructeur de dire ce projet, on le met dans la case agrivoltaïque ou pas. Parce que c'est un peu plus compliqué que juste une définition. Et voilà, c'est un travail qui est en train d'être fait et qui va permettre, en tout cas on l'espère, de mieux cadrer ces projets agrivoltaïques. Je vous redonne la parole, Quentin, et puis après, parce que je vous ai coupé. C'est ce qu'on disait, c'est vrai que c'est le cadrage. Aujourd'hui, on peut se permettre on a les bâtiments, on a plein de choses où ça pourrait faire des revenus complémentaires. Aujourd'hui, on sait qu'un bâtiment bien monté et équipé en panneaux, il va être payé 10-12 ans avec les panneaux. Après, c'est une rentabilité supplémentaire pour l'exploitation, donc c'est toujours valorisant. Sur le panneau au sol, voilà, aujourd'hui, à quel moment il se démonte, comment il se démonte, le béton au sol, c'est tout ça encore en plus, c'est du bétonnage, donc voilà, je pense qu'on a encore à travailler sur tout ça et il va falloir qu'on travaille aussi avec les chambres d'agriculture et voir qui est-ce qui va pouvoir être capable de nous dire tel projet oui est valable, celui-là l'est moins, attention à la dérive sur celui-là, celui-là est cadré. Voilà, je pense qu'on a posé les bases, maintenant il va falloir avancer ensemble. Alors, autant la scission entre les jeunes et les plus anciens, je la vois, dans les chambres d'agriculture, il y a une variabilité selon les régions. Oui, non, mais je vais continuer sur le sujet. On a besoin de continuer il faut qu'on travaille avec ceux qui proposent, les prestataires qui proposent ce service-là, pour voir la compatibilité entre les deux et ce que peut apporter le panneau à la culture. On a besoin d'acquérir des références. Donc on travaille sur l'acquisition de ces références-là. On sait que sur les serres photovoltaïques, c'est intéressant. On sait que sur les ombrières, là je vois des photos d'ombrières, ça peut être intéressant. En plus, on peut porter des filets. Donc là, on a du plus. Sur les moutons, ça a été dit tout à l'heure, attention. Sur les grandes cultures, attention aussi, c'est pas mûr. On en parlait aussi tout à l'heure. Par contre, sur les réserves d'eau, ça peut être très intéressant parce qu'on peut limiter l'évaporation. Donc voilà, il faut continuer à acquérir ces références-là. Donc nous, on y travaille, on rencontre les prestataires qui peuvent apporter ce service-là. Et on a besoin surtout, et je pense que tu aurais pu le dire aussi à ma place, c'est on fait quoi quand l'exploitation est à céder ? On fait quoi? C'est-à-dire que la parcelle où il y a les panneaux, est-ce qu'elle reste dans l'exploitation ou est-ce qu'en fait l'agriculteur propriétaire les garde pour lui et il n'y a plus de culture dessous? Même à moitié, s'il y a le tiers de la surface qui est couverte, eh bien l'agriculteur aura intérêt à ne pas la céder aux jeunes qui suivent. Donc tout ça, c'est pas calé. Donc il faut continuer à caler. Il faut le caler. En fait. Voilà. Il faut caler. Et une des idées qui émerge, c'est faut que ce soit écrit ça par contre. Si c'est pas cédé aux jeunes, il n'y a plus de production. C'est fini. On interdit le raccordement où l'argent est pompé à 100% pour aller dans un fonds pour alimenter l'économie agricole. Michel. Tout ça. Nous au niveau des SAFER, on en a vu arriver des dossiers, des crédibles, mais beaucoup de pas crédibles. C'est-à-dire, au début du photovoltaïsme, c'était le panneau alibi, avec la production de sous alibi. Aujourd'hui, il y a des évolutions, il y a des gens sérieux qui se sont invités autour de table. Mais je ne voudrais pas aussi qu'on oublie les collectivités. Parce qu'en fait, vous savez, lorsqu'on parle de cadrage, il faut parler de documents d'urbanisme. Vous savez que ça commence au niveau d'un SRADET, une région. Ensuite, souvent, il y a des schémas de cohérence territoriale qui définissent un petit peu les grandes orientations spatiales, on va dire, d'un territoire. Et ensuite, tout simplement, le PLU ou le PLUI. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va décider si une zone, elle est agricole, elle est constructible ou pas. Alors, quelle est la place de l'agrivoltaïsme? Par exemple, eu égard à la loi climat et résilience, on fait quoi? Parce qu'en fait, d'un côté, on parle du zéro artificialisation nette et de l'autre, installation de panneaux. Pour un maire, je suis aussi maire, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vous dit en 2050, zéro progression de des surfaces bâties ou artificialisées? Donc là, il y a un vrai sujet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le calage, il n'y est pas. On n'a pas encore... il n'y a pas une loi cadre, on va dire, capable de nous dire de manière précise ce qu'il faut faire. Parce que le fait de choisir une zone, un agriculteur plutôt qu'un autre, l'un qui aura 3 000 € de plus par hectare et l'autre qui ne les aura pas, c'est pas très sain. Donc aujourd'hui, moi je salue le courage politique, on va dire, des jeunes agriculteurs qui, quelque part, avec des partenaires comme la SAFER, nous c'est simple, notre politique se cale, mais sans, se cale un petit peu sur les propositions des GIANAT. C'est vrai que là-dessus, il y a de la régularité, il y a une certaine régularité dans la pensée, mais en même temps, je dirais aussi que les fédés,
bon, ma foi, chez nous, bon, elles sont aussi dans cette démarche-là. Après, bon, je vois pas tellement de scission, si j'ose dire, il faut qu'on se mette d'accord quand même. ou de différences fondamentales. Ouais. Par contre, juste je termine, c'est clair que la position d'un agriculteur qui est de mon âge, qui est pas loin de la retraite, avec quelqu'un qui s'installe, c'est pas tout à fait la même. Parce que lorsqu'un opérateur arrive en disant sur ces parcelles, je vous donne 3 000, 4 000, 5 000 hectares, il faut reconnaître que ça peut faire réfléchir. Et c'est humain. 5 000 hectares, c'est beaucoup quand même. Et c'est là où je me permets de réagir, parce qu'effectivement, si on est sur un projet, encore une fois agrivoltaïque, on pense à l'activité agricole. Et nous, notre souhait aujourd'hui, c'est qu'il y a un encadrement des loyers sur ces projets. On ne peut pas proposer 10 fois le prix d'un fermage à quelqu'un sur des terres agricoles. Donc c'est pour ça qu'on sait aussi, nous, on s'est mis une charte en interne. On n'est pas très compétitif sur le terrain par rapport à nos confrères, certes. Mais aujourd'hui, on se cale sur le prix des fermages. Et la majorité de la rémunération, elle est proposée à l'exploitant, sans qu'elle vienne pour autant concurrencer ses revenus agricoles, parce que c'est dans ce cadre-là qu'on restera sur un projet agrivoltaïque. Quentin. Si je peux, pardon, je te coupe encore, mais si on peut aussi imaginer un partage de la valeur ajoutée, parce que bon, c'est gentil de dire, bon, à l'agriculteur, on lui donnera, bon, attention, on va être vertueux, il gagnera pas plus que ça, mais de notre côté, on a besoin justement d'une répartition de la valeur ajoutée, et c'est pour ça que moi je crois, et au niveau de la FNSAFER, on le pense un petit peu, à des projets parfois collectifs, à des unités collectives qui puissent prendre les ressources pour mieux les redistribuer. Quentin. C'est pour ça que tout à l'heure on disait qu'on n'était pas encore suffisamment cadré. Parce qu'aujourd'hui... Mais quand c'est qu'on le saura? Quand est-ce qu'on le saura? Maintenant, il va falloir, dans un mois, dans 10 mois, avancer avec tous les producteurs d'énergie pour qu'on arrive à se trouver d'accord. Parce qu'aujourd'hui, un revenu complémentaire, un exploitant agricole pose des panneaux, il soit sous système Arbo ou quoi que ce soit. Bon, il y a un revenu complémentaire. Il est considéré quoi? Sous location? Pas sous location? Que doit dire le propriétaire? Bon, voilà. Donc on dit tout va à l'exploitant, mais le propriétaire, s'il se retrouve avec du béton dans la terre, comment ça va? Donc derrière, on y a mis un bloc de béton. Est-ce qu'à la sortie du baux, on respecte toujours les conditions? Enfin, il y a plein de choses qui sont en compte. Mais Quentin, moi je trouve ça fou. On a un revenu complémentaire qui permet d'installer des jeunes et on n'est pas capable au sein de la grande maison FNSEA de se mettre d'accord. On n'est pas capable avec les différents organismes de se dire dans un an, on a statué, c'est clair, la loi l'a un peu de cadré. Se mettre d'accord, je pense qu'on l'est capable. Maintenant, il va falloir prendre tout le monde à bras-le-corps, avec les chambres, avec les producteurs, FNSEA et JA, aller ensemble avec le gouvernement et à l'Assemblée et poser et écrire une loi. Je pense que maintenant, on n'a plus trop le choix. La première écriture a été faite. Certes, on a mis le pied dedans. Maintenant, il faut y aller. Philippe. Je suis tout à fait, je l'ai dit tout à l'heure, on est là pour construire, on n'est pas mûr. Pour certaines installations, c'est mûr. Hein. Pour moi, la partie ombrière, on sent qu'on commence à avoir de la donnée. Et avec le changement climatique, c'est formidable. La partie serre photovoltaïque, c'est pareil. Après, le reste, on a besoin de construire. Après, si, les volailles, dans les parcours, on a un intérêt. Hop, le parcours, là. Et après, il y a la récupération d'eau, comment on fait, etc. Enfin, il y a plein de choses encore à construire. Et on doit le faire. La loi va s'écrire avec nous. C'est-à-dire que le contenu va s'écrire avec le travail qu'on va faire ensemble. Ouais, il va falloir qu'on discute, qu'on se mette autour de la table, c'est ça. C'est en cours. Et si on n'est pas capable de le faire, ce serait quand même embêtant. Confiant Quentin. Oui, Isabelle, pour conclure, on est arrivé au terme du débat. Et c'est vraiment aujourd'hui le souhait, je pense, de travailler tous ensemble autour de la table. Je vais citer, vous parliez tout à l'heure de la répartition sur les territoires, au-delà du projet agricole lui-même. On bosse aujourd'hui sur un projet de territoire sur une même communauté de communes où effectivement l'idée, c'est de mettre à place des fonds de dotation pour pouvoir répondre aux questions environnementales, sociétales, économiques d'un territoire au-delà de la question agricole. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ces projets, ils doivent être redistribués de manière générale à l'échelle d'un territoire pour que ce soit des projets, encore une fois, encore plus vertueux que juste un projet à un moment donné sur une exploitation donnée. Voilà. Bon allez, il faut discuter, échanger et trouver la solution. Il y a un revenu complémentaire, autant qu'on en profite. Isabelle de Comex, merci beaucoup. Michel Baylac, merci. Quentin Le Guillous, merci. Et Philippe Noyau, merci d'être venu ici pour en débattre et merci à vous.